Bien le bonjour à vous et merci de suivre les émissions sur les chaînes de l'MBC. Vous êtes en direct dans l'émission Le Mag. Cette émission passe sur RME et aussi sur la plateforme Facebook de l'MBC. Et l'émission est aussi enregistrée pour la télévision. Nos invités ce matin, c'est le docteur Vincent Florence, qui est Associate Professor of Ecology à l'Université de Maurice. Il est également Head of a Pool of Research, c'est un chercheur qu'on appelle TIBEC, qui veut dire Tropical Island Biodiversity, Ecology and Conservation. Il va nous expliquer tout ça par la suite, certainement. Et on a également avec nous Madame Navini Ramnial, qui est People Partner à Anengel. Et le thème de ce matin, c'est l'état de nos forêts en 2026. La reforestation est-elle une des solutions? Messieurs, dames, bonjour. 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 Merci d'avoir accepté notre invitation. Un sujet vraiment important à débattre ce matin, c'est l'état de nos forêts en 2026. Nous savons qu'il y a une situation aujourd'hui où il y a beaucoup de construction, beaucoup de développement. Ce n'est pas unique à Maurice, c'est mondial, c'est international. Comment faire la part des choses pour une balance écologique, pour la protection de notre écosystème et en même temps favoriser le développement. Alors, tout cela, on va en débattre aujourd'hui avec le docteur Vincent Florence. Messieurs, dames, et bonjour, bonjour et merci d'être là. Alors, pour commencer, Associate Professor en écologie à l'Université de Maurice, Monsieur Florence, et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est aussi cet aspect de recherche. TIBEC, Tropical Island Biodiversity, Ecology and Conservation. Alors expliquez-nous tout cela qui a l'air très compliqué. Qu'est-ce que vous faites en fait? Alors, d'abord, je vais peut-être mettre le contexte un peu. L'humanité fait face à deux grandes crises environnementales. C'est la crise de la biodiversité, la perte de la biodiversité, la crise climatique. Les deux sont aussi très liés, un peu les mêmes causes et les mêmes solutions dans beaucoup de cas. Alors, le TIBEC s'est formé en 2017 sous fond justement de cette situation un peu assez catastrophique pour l'humanité, parce qu'on dépasse les paramètres, on ne peut pas continuer à vivre sur une planète où on continue à perdre la biodiversité et avoir un changement climatique désastreux comme ce qui se passe en ce moment. Donc du coup, c'est pour amener des réponses relativement localisées sur Maurice, parce que c'est un pôle de recherche basé à l'Université de Maurice, pour trouver des réponses à notre niveau à ces grands enjeux. Donc, le pôle de recherche en ce moment a 6 doctorants. Je supervise donc 6 doctorants sur divers aspects de l'écologie, de la restauration écologique, de la conservation des espèces, etc. Sur le planning de la conservation et tout. Donc voilà, c'est ce que nous faisons et on a publié beaucoup d'ouvrages aussi. Oui. Voilà, parce que le test de ce qu'on dit passe par là. On est comme chercheur, on ne peut pas dire n'importe quoi. Il faut pouvoir dire des choses qu'on arrive à défendre au niveau international dans des publications scientifiques révisées par les pairs. Et c'est à ce moment-là que notre message passe. Et c'est ce type de message qu'on vient ensuite passer au public mauricien, aux autorités mauriciennes pour gérer, pour améliorer la gestion et aussi les politiques publiques sur l'environnement, sur la conservation de la biodiversité. Monsieur Florence, 2017 à 2026, que vous travaillez déjà, je suis sûr que, comme vous venez de dire, vous avez fait des études et publié des ouvrages. Qu'est-ce que cela a démontré aujourd'hui sur l'état de nos forêts, de la situation à l'île Maurice? Alors déjà, il faut peut-être souligner rapidement que j'ai commencé quand même à travailler dans la conservation de la biodiversité en 1987, activement. Donc du coup, le pôle de recherche s'est fondé en chemin plus tard, donc pour renforcer donc, ce travail sur la conservation. Ce qu'on sait aujourd'hui, ce n'est pas que de mes travaux, mais aussi des travaux de mes collègues étrangers comme mauriciens, c'est que, on a déjà vu le fait qu'on a une crise de biodiversité mondiale. On le sait. Maurice est parmi les pires au monde, malheureusement. Sur les 195 pays que nous avons pratiquement tous les plus mauvais scores. Prenons
la nature ne ment jamais, hein, c'est pas moi qui parle, je traduis la nature, dire, avec mon équipe. Donc, le symbole de l'extinction, le dodo, mauricien. L'espèce la plus rare au monde, le palmier de cure-pipe, mauricien. L'espèce la plus rare dans la nature, c'est une espèce mauricienne qui se trouve dans le parc national, un seul individu qui reste. La toute dernière espèce à s'éteindre dans la nature, c'est une plante qui s'appelle Psidia cataractae, endémique de Maurice, qui était la Tamarine Falls. Toute dernière espèce au monde à s'éteindre dans la nature. La toute dernière espèce à s'éteindre tout court, selon la liste IUCN, Union mondiale pour la conservation de la nature, un ébénier mauricien. Donc c'est beaucoup de Mauriciens parmi les records mondiaux. Là. Donc ça, c'est très important à le dire, c'est parce que nous sommes, ce que je veux dire par là, c'est que nous sommes dans une situation extrême, dans une situation déjà mauvaise. Pour la planète, nous sommes à l'extrême de cette situation. Vous voyez. Donc, ceci dit, ce n'est pas pour se décourager, c'est aussi pour se dire qu'aujourd'hui, à Maurice, si on arrive à s'investir dans la conservation, on peut faire de grands enjambées. On peut faire beaucoup de choses positives parce que la situation est tellement critique. Donc c'est ça aussi le message d'espoir. En fait, j'avais fait un TEDx Talk il y a quelques années pour dire justement que Maurice, avec tous ces problèmes, c'était aussi un message d'espoir parce qu'on pouvait être un laboratoire pour le monde pour tester donc ce qui marche et ce qui ne marche pas. Ce qui ne marche pas, par exemple, vous parliez tout à l'heure de l'urbanisation, etc. Ça ne marche pas. Donc, quels sont les impacts sur la nature et sur l'humain? Venez à Maurice pour l'étudier. L'extinction, la destruction de la biodiversité, la destruction des coraux, etc. Parce que tout est lié. Les forêts qui se détruisent, et aussi les coraux qui vont mal. Et puis, comment réparer cela? Parce que Maurice est toute petite. On a donc cette capacité d'être un petit laboratoire pour tester des méthodes et finalement upscale, agrandir ces méthodes pour solutionner justement des problèmes qui sont les mêmes à travers le monde entier. Monsieur Flores, vous dites de belles choses, hein, c'est magnifique. En même temps, c'est inquiétant quand on constate aujourd'hui la quantité d'espèces de plantes, d'arbres qui disparaissent. Vous avez utilisé un terme, extinction, les espèces des arbres qui s'éteignent. Alors, ça fait peur quand on entend cela. Mais comment est-ce que c'est arrivé? Est-ce qu'auparavant, d'après les études, il y en avait beaucoup de ces arbres aujourd'hui endémiques, ou en voie de disparition, ou qui ont disparu? Est-ce qu'il y avait beaucoup et aujourd'hui, il n'y en a plus? Comment est-ce que c'est arrivé? On a coupé? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il y a plusieurs grands facteurs, en fin de compte. Le facteur le plus important, c'est la déforestation. La destruction des habitats pour l'agriculture, pour l'urbanisme, etc. Là, il faut savoir que Maurice était parmi les derniers pays à être colonisés par les humains. Faites le calcul, vous allez voir, 1638, quand les Hollandais sont arrivés, pratiquement tous les autres pays au monde avaient des humains. Nous, on était parmi les derniers. Donc, on était, à cette époque-là, complètement une île vierge, 100% d'indigènes. Aujourd'hui, on est parmi les plus détruits. Donc, il y a deux choses qui sont passées. Une destruction extrême, massive, extrême, extrêmement rapide. C'est les deux choses à prendre en compte. C'est pour ça que c'est un peu bizarre parfois, les gens vous disent, j'ai eu des conversations, on dit, les biologistes de la conservation à Maurice, ils sont des gens extrêmes. Non, ce sont des gens qui luttent contre l'extrême. L'extrême, c'est la destruction, c'est pas la conservation. Donc justement, il ne faut pas retourner le monde à l'envers. Donc du coup, voilà, la déforestation extrême, c'est ce qu'on a connu ici à Maurice, et bien pire que d'autres pays. Deuxième point important, c'est que nous avons aussi introduit énormément d'espèces exotiques envahissantes. Nous avons les goyaviers, nous avons les rats, nous avons les macaques, nous avons plein d'espèces, des cochons marrons, plein d'espèces qui font beaucoup de dégâts à la biodiversité. Là, c'est pas juste, vous savez, vous déforestez une forêt, la forêt disparaît, mais à côté, elle peut vivre encore. Mais les espèces envahissantes pourrissent cette forêt qui vit encore, et donc la détruisent à petit feu. Donc finalement, même si on ne fait rien aujourd'hui, on ne fait que la protection ne suffit pas. Il faut gérer activement pour sauver cette biodiversité. Donc, pour résumer, les grandes menaces, c'est surtout la déforestation massive, qui a toujours des effets aujourd'hui, parce qu'il y a la déforestation continue. Et deuxièmement, ce qui reste, ce qui n'a pas été déforesté, sont envahis par plusieurs espèces exotiques envahissantes qui détruisent cette forêt. C'est comme si vous aviez de la canne ou une plantation, mais vous n'avez jamais fait du désherbage. Imaginez qu'est-ce que vous allez avoir comme rendement. C'est ce qui se passe dans les forêts mauriciennes. 300 ans de présence humaine ou plus,
la plupart, 80% des zones de forêt n'ont jamais été nettoyées des espèces envahissantes. Madame Navini Ramnial, People Partner Anangel, dites-nous quel est le projet que Anangel a pour la réforestation? Donc, pour commencer, je veux qu'on prenne conscience. Est-ce que la forêt, c'est important pour nous? Est-ce qu'on a besoin des forêts? Est-ce qu'on a un arbre chez nous, ça nous dérange? Il faut le couper juste parce que ça jette des feuilles. Est-ce qu'on a besoin? Pourquoi on dit l'Amazone, c'est là le poumon du monde? On a entendu parler de ça souvent. Et pourquoi on dit ça? Parce qu'on a envie de dire ça? Ou bien, vraiment, l'Amazone, c'est le poumon du monde. Nos forêts aussi, ils nous donnent de l'oxygène. Si nous détruisons toutes nos forêts, ben, on va mourir. Il ne faut pas oublier que on n'a pas besoin les plantes n'ont pas besoin des arbres pour vivre. Mais nous, on a besoin des plantes pour vivre. Parce que si on n'a pas l'oxygène, ben, on va tous mourir. Alors, ça fait peur quand M. Vincent parle parce que on peut imaginer l'ampleur de ce problème de déforestation-là, où notre prochaine génération même est menacée. Et qu'est-ce qui se passera si on continue à détruire et sans prendre des actions immédiates? Oublions les trucs endémiques, il y a tellement d'endémiques. Il faut savoir, si j'ai bien compris et si j'ai bien appris, que Maurice est des rares pays où on a environ 691 ou 695 plantes endémiques, qui est unique à nous. Et là, déjà, on a perdu presque 70%, 70% de nos plantes ont disparu. Donc, les chiffres nous disent que c'est alarmant. Et c'est l'heure que tout le monde, on prend conscience de ce qui nous arrive. Sinon, ben, j'ai peur comme si de notre futur, qu'est-ce qui va se passer? Donc, c'est pourquoi on a dit, ben, il faut quelque part, des gens bougent. Et là, je salue les ONG, les personnes, même les autorités qui ont commencé avec ce projet de réforestation-là. Il faut bouger. Si on ne bouge pas, ben, on est vraiment dans un pétrin. Qu'est-ce qui va se passer? Et avec les chiffres que vous annoncez, M. Vincent, ben, ça me fait plus peur, vous voyez. Mais c'est comme ça que le truc de réforestation a commencé. Nous, on est un ONG. Ça veut dire quoi, réforestation? Bon, notre projet, puis plus tard, peut-être, M. Vincent va pouvoir expliquer. Oui, le projet consiste en quoi? Bon, notre projet, c'est, nous sommes approchés des autorités pour demander quel est le problème, pourquoi vous n'arrivez pas à replanter les arbres qui sont endémiques et qui disparaissent. Et ils nous ont dit, ben, vous savez, on n'a pas le manpower, on ne peut pas planter, on a 10 personnes, on a plusieurs hectares à le faire. On a dit, ben, allons faire des trucs où on regroupe, c'était un community-based project, donc on regroupe tout le monde. En même temps, on est en train de créer un awareness, donc vous réalisez que vraiment nos forêts sont en danger, et en même temps, vous donnez un coup de main à faire la réforestation. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On cherche des terrains où on appelle ça des red zones, si je ne me trompe pas. Donc, les red zones veut dire où les plantes envahisseurs, comme vous avez dit, les plantes tropicaux, ont tous envahi. Donc, le écosystème même, la biodiversité est dérangée. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On vient, on retravaille la terre, on retire ces plants-là et on est en train de réintroduire les arbres endémiques. Et les arbres endémiques, on ne vient pas juste planter. Donc, on plante, mais aussi, nous faisons le monitoring. Donc, le maintenance, on vient look after, mettre la terre, arroser quand il faut. Et tout ça est fait par des volontaires. Donc là, vous êtes quelqu'un, vous êtes un volontaire, vous avez un peu cette appartenance-là, que cet arbre-là, ça vous appartient, c'est votre bébé. Et là, vous êtes en train, en même temps, vous êtes en train de contribuer, et ça vous fait réaliser que j'ai un arbre chez moi, ben, je peux la protéger, pourquoi l'arracher? Donc c'est un petit peu ça le projet de réforestation, et nous n'avons pas de terrain, on est un ONG, donc c'est pourquoi on a approché avec les autorités. Et une deuxième chose, pourquoi les autorités? Parce que ce sont les gens qui comprennent un petit peu les terrains à Maurice et qui ont de l'expérience, qui peuvent nous dire, ben vous savez, justement, à Port-Louis, il faut planter X plants, pas Y.
ces plans-là ne sont pas adaptés pour cette région-là. Mhm. Parce que nous, on ne va pas savoir, vous allez venir nous donner, on disait, allons planter des arbres fruitiers partout. Ce n'est pas nécessairement bon. Donc, on a l'expertise de ces gens-là, on a des terrains, on a des plantes, et là, nous sommes en train de pousser les gens, de regrouper la communauté pour justement donner un coup de main. Parce qu'il ne faut pas oublier que la déforestation, ça menace tout un chacun à Maurice. Tous les Mauriciens, on est concernés. Même qu'on ne prend pas conscience que, ouais, la déforestation, ça existe. Ce n'est pas mon problème. Non, c'est ton problème. Voilà un petit peu. Monsieur Florence, je vais aller dans une question très basique. C'est l'impact, l'effet de ce problème de conservation, de destruction des forêts sur l'humain. Ouais. Est-ce qu'on peut essayer de basique pour expliquer aux gens Oui. quel est l'impact, l'effet des forêts ou l'importance des forêts sur notre société, sur notre pays, sur notre environnement, sur notre nature? Oui, alors, en fait, on pourrait débattre de plusieurs heures dessus, parce qu'il y a énormément de choses à dire, mais pour faire très court, nous dépendons de cette biodiversité. Les forêts à Maurice, les forêts, surtout dans les tropiques, sont des zones de concentration de biodiversité extraordinaire. Pour le marin, c'est les récifs, c'est les coraux. Pour le terrestre, c'est les forêts tropicaux. En gros, ça emmagasine, il y a énormément d'espèces de plantes, d'animaux, de microbes qui vivent dedans. Donc, pourquoi c'est important pour nous? Pour commencer, déjà, on a besoin de médicaments. Et beaucoup de médicaments viennent donc des plantes et des animaux, et aussi même les modèles pour la recherche qu'on utilise. On utilise aussi les espèces de plantes animales pour améliorer, par exemple, les crops, les plantes cultivées. Par exemple, combien de nous savent qu'il y a 3 espèces de caféiers indigènes qui peuvent aider les caféiers commerciaux à être plus résistants aux maladies, par exemple. Donc, si on perd cette biodiversité dans les forêts, on perd cette option de pouvoir utiliser cette biodiversité à notre avantage plus tard, que ce soit pour les médicaments, pour la nourriture, pour la résistance aux maladies, des choses qui viennent de plus en plus nous mettre de la pression. Mais ça, c'est le côté un peu utilitaire. Bien sûr, il y a d'autres raisons aussi. La forêt, ça, c'est pour certains pays, c'est des produits. On va chasser, on va prendre du bois, etc. Tant que c'est fait de façon soutenable, c'est bien. À Maurice, c'est un peu moins ça. Mais à Maurice, on fait aussi, par exemple, les forêts préservent les sols, réduisent l'érosion qui va donc détruire les coraux s'il y a trop de boue dans les eaux, dans l'eau qui ruisselle. Donc ça protège aussi les lagons. Tout est connecté dans ce sens. Ça protège aussi contre le changement climatique, parce que ça emmagasine du carbone. Si on coupe cette forêt, c'est une participation à faire que les choses deviennent pires en fin de compte au niveau climatique. Donc, mais si on restaure les forêts, c'est le contraire. On va absorber ce carbone, on va réduire, donc on participe à cette réduction de pollution atmosphérique. Il y a aussi le côté bien-être humain. Il y a ce mot que j'aime bien, dénaturer. C'est quoi être dénaturé? Alors, est-ce que vous aimeriez être dénaturé? Est-ce que moi, je me vanterais d'être dénaturé? Donc, ne pas avoir la nature autour de soi, c'est quelque chose qui nous amoindrit en fin de compte. Donc ça nous renforce de se retrouver dans la nature, de faire une petite promenade, des choses comme ça. C'est pour notre bien-être mental aussi, c'est très important. Donc il y a beaucoup de facteurs de ce genre à différents niveaux qui peuvent être utiles, jusqu'à justement le tourisme. On va pouvoir avoir une île intéressante, attrayante, si nos lagons ne sont pas en train d'être détruits, nos coraux ne sont pas en train d'être détruits, la plage n'est pas érodée parce que les coraux sont morts. Pourquoi les coraux sont morts? Parce qu'il y a le lessivage de nutriments, il y a de la boue qui a tué les coraux, parce que l'érosion, etc. Donc tout est lié. Mais aussi les inondations. Si on a des inondations aujourd'hui, c'est parce qu'il y a trop de bétonnage, trop de surface dure. Et qu'est-ce qui était là avant? C'était la forêt. Donc à trop détruire, on crée donc des risques d'inondation élevés. Les inondations, c'est aussi les sécheresses.
Parce qu'une fois qu'on a beaucoup d'inondation aujourd'hui, c'est l'eau qui ne s'est pas percolée dans le sol. C'est dans 6 mois, c'est la sécheresse qui vient. Donc, c'est des extrêmes. Et puis, bien sûr, tout ça sèche aussi avec tous ces problèmes. Donc, éventuellement, les risques de feu, etc. Donc, finalement, tout est connecté. Absolument connecté. Et les connexions n'amènent que du mauvais. C'est ça un peu le problème. Finalement, on le voit à ce niveau. Même les heat strokes. On peut aujourd'hui avoir plus de heat strokes. Surtout les gens plus âgés, plus vulnérables, ils vont pouvoir mourir plus facilement parce que c'est plus chaud aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a moins d'arbres, etc. etc. Vous voyez? Donc, si on imagine un instant, un endroit, un pays, par exemple, sans verdure, sans plantes, qui existe d'ailleurs. Oui. Il y a des pays où il n'y a pas de verdure du tout. Même pour manger une banane, ils importent. Pour manger un fruit. Donc, ça existe et c'est sûr que probablement vous êtes allé. La température, la chaleur qu'il fait, l'atmosphère, l'air qu'on respire, ce n'est pas la même chose. Pas du tout. Alors, l'importance aujourd'hui de ce qu'on parle, l'aspect des forêts, c'est extrêmement important ce qu'on est en train de se dire aujourd'hui, de respirer cet air frais. Tout ça est connecté. Quand on parle de ce cycle aujourd'hui, je dis tout cela pour que les gens comprennent qu'aujourd'hui, le thème de notre émission est tellement important parce qu'on fait partie de cette nature. On ne vit pas en isolation de cette nature. Tout à fait. Donc, quand on parle de la préservation, de la conservation, c'est quelque part préserver et conserver nos vies. Tout à fait. Et tout ce qui vit. Tout à fait. Nos vies, mais aussi la qualité de nos vies. Parce qu'on peut aussi survivre, mais dans des conditions exécrables. Donc, ce n'est pas ce qu'on veut. On aimerait une nature qui nous soutienne, qui nous aide, plutôt qu'une nature contre laquelle il faut lutter. Justement, un endroit déforesté, c'est une nature qui est beaucoup plus dangereuse parce qu'il y aura des landslides, il y aura des inondations, il y a de la sécheresse. Ce qu'on cultive ne va pas nécessairement donner une bonne production, etc. Donc, tout ça, c'est lié en fin de compte. Donc, on dépend de cette nature, qu'on le veuille ou non, qu'on le sache ou non. C'est ça, en fin de compte, en gros. Mais malheureusement, il y a un problème de réalisation de ce fait. Si les gens vont, par exemple, dans certains milieux très artificialisés, vous allez à Dubaï, vous allez vous dire « Ah, tout est bien, mais on n'a pas besoin de nature là-bas. » En fait, non. La nature, elle est des Philippines. Parce que c'est là-bas que la nourriture, elle est produite. Donc, finalement, oui, on est dépendant de cette nature. Dans ces pays, très souvent, vous cherchez un peu de clim. Oui, vous cherchez un bâtiment pour vous cacher. Parce que c'est trop chaud. C'est trop chaud. Oui, absolument. Et tout est lié avec cette nature, des fois. Mais d'un côté, la globalisation nous permet à l'humanité de coloniser, d'habiter des zones difficilement habitables autrement. Mais il y a cette interconnexion, il ne faut pas l'oublier, ces liens, justement. Même si là-bas, il n'y a pas grand-chose qui est cultivé comme légumes ou quoi, ils sont toujours dépendants du petit insecte qui a pollinisé cette petite fleur quelque part, qui a fait ce fruit. Donc, il ne faut pas l'oublier, ça. Parce que quand on perd les pollinisateurs, par exemple, on perdrait énormément de nourriture. Ou alors, pour les remplacer, ça coûterait les yeux de la tête. Si déjà aujourd'hui, on ne veut pas acheter un brinjel à X prix, ben, le brinjel, il sera à X fois 5 la prochaine fois s'il n'y a plus de pollinisateurs. Donc, du coup, c'est des choses comme ça. C'est cette connexion que les gens ont du mal à voir parce que c'est le propre du spécialiste. Nous, les spécialistes, on étudie ça. On va même chiffrer ces choses-là. Les problèmes environnementaux, par exemple, pendant cette émission-là, 1 heure, ça va coûter à la planète 3,3 milliards de roupies de pertes à cause de la dégradation environnementale. 3,3 milliards par heure. Par heure. Au niveau mondial. C'est beaucoup d'argent, ça. Au niveau mondial, voilà. Okay. Par heure, vous allez dormir pendant... voilà, donc c'est ce que ça va... Donc c'est le prix aujourd'hui qu'on paye pour un environnement détruit. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument le réparer. Il ne faut pas le voir comme quelque chose d'en dehors de nous, un luxe. Non, notre système qui soutient la vie dépend de ça. Mais c'est difficile à le réaliser parce que c'est diffus. Et c'est l'affaire des experts, généralement. Et aujourd'hui, on sait bien aussi, les gens perdent beaucoup confiance dans les experts. On écoute un peu n'importe quoi sur Facebook ou sur TikTok. Et souvent, j'inviterai les gens à réfléchir dessus. Il y a ce qu'on appelle en psychologie l'effet Dunning-Kruger.
L'effet Dunning-Kruger, c'est une courbe qui décrit la connaissance sur l'axe horizontal et la perception qu'on a de soi-même, être savant, être connaisseur. Donc du coup, elle est très haute quand on a une faible connaissance, et puis elle descend, et puis elle remonte quand on est expert. Du coup, l'ignorant pense mieux savoir que l'expert. C'est souvent le cas. C'est pas méchamment dit, c'est juste la psychologie qui le montre. Peu de connaissances amène la personne à penser qu'il a beaucoup de connaissances, parce qu'il n'a pas la connaissance nécessaire pour savoir qu'il ne connaît pas grand-chose. Donc du coup, ce qui fait qu'aujourd'hui, Facebook nous inonde avec des choses, Facebook et d'autres réseaux sociaux, avec des alternative facts, etc., qui brouillent le tout, quoi, finalement. Il y a aujourd'hui des gens qui vous disent que le changement climatique n'existe pas. Ouais. Donc, par exemple. Donc, on a entendu parler de ça. oui, donc du coup, on a à lutter contre ça aussi, parce que la nature ne ment pas. Et vous faites ce que vous voulez. Il y a des règles, il y a des lois de la nature qui marchent, qui fonctionnent, qu'on le veuille ou pas. Donc du coup, les choses changent. On dépend de cette nature, ça les scientifiques le savent et le disent, mais il faut aussi que le public le croit. Et s'il ne le croit pas, au moins avoir l'humilité de savoir qu'il n'est pas expert dans le domaine et qu'il devrait laisser justement aux experts de se prononcer. Sinon, on est tous dans la même barque. Hein. Ici, Team Mauritius, on va couler ensemble. Oui. Team Planète, on va couler ensemble on aussi. va couler ensemble. Justement. Madame Ramnial, les choses changent, les choses évoluent. Il y a beaucoup de sensibilisation aujourd'hui. D'ailleurs, le projet en lui-même démontre qu'il y a une prise de conscience sur la question. Alors, est-ce que les jeunes aujourd'hui font partie de ce projet? Oui, et au fait, on a lancé un projet en 2022, si je ne me trompe pas, à nous protège nos planètes, à nous engage nous pour nos planètes. Donc, on a commencé avec la réforestation à quelques endroits. Et j'étais émerveillée par la participation des jeunes qui sont là, volontaires, chaque semaine. Madame, ça semaine-là, quand nous y aller, nous vous donner un coup de main, Nick Genou. Donc, si les jeunes sont bien ils veulent donner un coup de main, mais ils ne savent pas trop où aller. C'est pourquoi on crée justement des campagnes chaque mois où on donne justement l'occasion à différentes personnes, à différents jeunes de différents académiens, des écoles primaires, secondaires. Et là, récemment, l'année dernière, on a été approché par les employés des secteurs privés qui nous ont dit, on veut donner un coup de main, on veut que nos employés mettent la main dans la pâte. Et c'est très bien. Donc, ça veut dire que graduellement, les gens commencent à réaliser que c'est pas juste un événement, venir planter, mais c'est quelque chose qui a son importance. Et si on ne le fait pas, personne ne le fera. Monsieur Florès, vous parlez de chercheurs, d'experts en la matière. Aujourd'hui, à l'Université de Maurice, est-ce que les jeunes s'intéressent à tout ce qui est écologie, conservation, surtout dans les clusters dont vous parlez? Est-ce que ces jeunes, ces Mauriciens, font partie des chercheurs? Est-ce qu'il y a cette prise de conscience également? C'est ça que je veux vous demander. Oui, tout à fait. Bon, il y a des hauts et des bas. Hein. Faut pas se leurrer non plus. Mais je dois prendre un peu de recul. Dans les années 80, quand je me suis intéressé à la conservation, quand j'avais 16 ans, je voulais faire de la conservation, les gens me disaient, qu'est-ce qu'il y a dans la conversation? Ils n'arrivaient pas à dire le mot. Okay. Et puis, une fois qu'ils avaient passé ce cap, ils me disaient, why don't you have a proper job? Encore, c'est un peu plus insultant. Okay. Donc, du coup, pour dire qu'à l'époque, c'était pas vu comme quelque chose de très... sérieux. Sérieux. Okay. Et le troisième commentaire était encore pire, c'était « Ok, allez faire de la conservation, mais trouvez-vous une femme riche. » Donc, en gros, vous voyez un peu l'idée qu'on avait de ça. Aujourd'hui, ça a beaucoup évolué. Aujourd'hui, il y a beaucoup de Mauriciens. Donc, je dois dire, au niveau décadal, au niveau des décennies, je dois dire qu'il y a un progrès extraordinaire. Aujourd'hui, il y a beaucoup de Mauriciens qui s'y intéressent. À l'époque, dans les années 80, c'était surtout des Anglais, des Allemands et des Suisses qui étaient mes collègues. Je travaillais au Mauritius Wildlife Foundation à l'époque. Ça a beaucoup changé. Donc, à ce niveau-là, positif. Par contre, les enjeux sont encore trop grands par rapport à l'engagement.
Il faudrait plus. Donc, du coup, c'est pour ça que nous avons créé, par exemple, le pôle de recherche. Et en ce moment, nous avons 6 doctorants. De toute ma carrière à l'université, j'ai eu que 3 doctorants qui ont terminé leur doctorat parce qu'il n'y avait personne qui voulait faire un doctorat dessus. Aujourd'hui, il y a 6 qui vont terminer bientôt. Hein. Donc, du coup, il y a un engouement qui commence à venir. C'est bien. Mais en même temps, il y a aussi l'absorption de ces nouveaux doctorants sur le marché. Il faut aussi que le reste suive. Oui. Voilà, il faut, parce que là, pour l'instant, on est en train de... Non, il y a l'absorption sur le marché? Il y a, mais ce n'est pas aussi rapide qu'on le veut. Surtout pour les gens très bien formés. Par exemple, en ce moment, nous avons du mal. Aujourd'hui même, il y avait un interview à l'université. On cherche des gens pour employer comme des chercheurs. On a du mal à avoir des postulants parce que il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc, à ce niveau-là, il n'y en a pas. Mais maintenant, il faut aussi... Mais ça, c'est des contrats à courte durée. Okay. Mais ce qu'il nous faut, c'est des carrières dans ce domaine. Parce que pour retenir ces gens, il faut créer des carrières. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de débouchés. Dans le privé, dans le parc national, partout, etc. J'ai beaucoup d'étudiants qui sont là-bas maintenant. Mais toujours, nous sommes en retard dessus. Il y a un pouvoir... Le challenge est encore beaucoup trop grand. Avec le peu qu'on a aujourd'hui, même les 6 doctorants, etc., il faudrait beaucoup plus. Et il faudrait qu'ils soient absorbés. Il faudrait qu'ils soient écoutés aussi. Parce que, autre chose que je voulais dire, c'est qu'on fait beaucoup de conservation à Maurice, mais force est de constater qu'il y a beaucoup, beaucoup d'améliorations à faire. Il y a beaucoup, malheureusement, de gaspillage, beaucoup de choses qui vont à l'envers, en fin de compte. On coupe des plantes indigènes dans les forêts. Les biologistes de la conservation coupent les plantes indigènes pour planter d'autres plantes indigènes. Donc, il y a des choses comme ça qui se passent qui sont complètement inacceptables. Mais ça, le désinfectant pour ça, c'est la connaissance scientifique. Une fois qu'on a une bonne connaissance scientifique, on arrêterait de faire ça. C'est parce qu'on pense bien faire qu'on fait ces bêtises. Donc, du coup, c'est d'où la science, d'où le besoin d'employer des vrais experts. Quand je dis de vrais experts, ce que je veux dire par là, on est tous plus ou moins experts dans le domaine, mais chacun avec sa filière spécifique. Si vous avez par exemple un cancer, vous n'allez pas avoir un cardiologue. Les deux sont experts, mais chacun dans son domaine. Donc, il faut bien comprendre qu'un expert en écologie forestière est un expert en écologie forestière. Mais à Maurice, souvent, des gens, allons dire, qui ont une formation en agriculture, peuvent même remettre en question la personne qui a cette formation en écologie forestière parce qu'ils croient savoir mieux. C'est un peu le Dunning-Kruger effect. Encore une fois, nous avons ces soucis-là aussi. Donc, il faut beaucoup d'humilité à Maurice pour mieux faire. Aujourd'hui, il y a un côté un peu têtu. On fait ce qu'on a toujours fait et on fait beaucoup d'erreurs depuis des décennies. On continue à faire ces erreurs. Alors que le chercheur, lui, il est là pour améliorer les choses. Et donc, c'est pour ça qu'on a un peu le mauvais rôle. Hein. Les gens ne nous aiment pas trop parce qu'on critique. Évidemment, on critique parce que nous, notre fond d'existence, c'est d'améliorer les choses. Comment améliorer les choses si on n'a pas fait un constat des choses qui marchent ou ne marchent pas? Par exemple, pendant beaucoup d'années, on a beaucoup planté dans les forêts sans faire de suivi. Donc, on ne pouvait pas savoir que les plantes survivaient. Donc, il était impossible de savoir si c'était une bonne chose à faire. Donc, voilà, aujourd'hui, on fait un suivi de plus en plus, c'est bien, mais avant, on ne le faisait pas. Parce que c'était des erreurs de ce type. Et il y a beaucoup d'autres des erreurs. Mais il faut donc... Il y a tout ça à prendre en compte. Ce n'est pas un sujet très, très simple. On va juste s'occuper de la conservation, mais il faut le faire bien. Parce que certaines actions ont plus de mal que de bien. Je profite de votre présence sur ce plateau pour vous demander quelque chose d'actualité. Hein. Quand on parle de la formation, vous êtes professeur, associé de professeur à l'Université de Maurice. Quand on parle de formation dans ce secteur, de la conservation, de l'écologie, est-ce qu'aujourd'hui, il y a du travail? Est-ce que les jeunes peuvent aller dans ce secteur, dans ce domaine? Qu'est-ce qu'il faut faire pour intéresser plus les jeunes dans ce secteur? Et est-ce qu'il y a de l'emploi? Les jeunes vont faire une formation certainement pour par la suite être employés. Oui, tout à fait. Alors, en fait, c'est deux choses qui sont intimement liées et qui doivent bouger ensemble. C'est-à-dire qu'il faut former des gens, il faut avoir des espaces pour les absorber. Mais quand on n'a pas de gens formés, il n'y aura pas c'est la poule et l'œuf. Hein. C'est à peu près ça, vous voyez un peu. Donc, il faut que les secteurs vont être atrophiés s'il n'y a pas de gens pour
les alimenter. Et inversement, s'il n'y a pas de gens pour les alimenter, ben, les gens ne vont pas s'intéresser au domaine. Donc, du coup, il y a un flux entre ces deux. C'est un cercle, exactement. Là, on commence à sortir de là. On commence à remonter. Il y a de plus en plus de possibilités de travailler dans ce domaine et plus diversifié. Ce n'est pas que le gouvernement, c'est aussi le privé, c'est les consultants. J'ai des étudiants qui ont fait leur doctorat, qui ont des postes sur contrat, mais en même temps, ils sont consultants et ils gagnent plutôt bien leur vie. Donc, du coup, il y a ce côté-là aussi. On peut faire des freelance consultancies et s'en sortir. Donc, du coup, je pense que les deux doivent évoluer ensemble. Et c'est ça la difficulté, c'est d'avoir ce mouvement, cette confiance entre les deux et cette réciprocité. Parce que si un côté avance plus vite que l'autre, la machine va être en déséquilibre. Mais pour finaliser dessus, pour dire le mot de la fin dessus, c'est qu'il y a énormément à faire. Et plus on investirait dans ce domaine, plus on sera gagnant. Parce que notre environnement est extrêmement négativement impacté. Et ça nous fait... Justement, je parlais de 3,3 milliards par heure de coûts planétaires. Pour Maurice, ça reste à chiffrer, mais on ne peut pas être, au-dessous de la moyenne. On est au-dessus de la moyenne parce qu'on a un environnement parmi les plus détruits au monde. Donc nos coraux, etc., notre santé, même notre santé, la pollution atmosphérique, etc., ça détruit notre santé. Donc tout est lié. Donc du coup, on gagnerait beaucoup à donner des débouchés à ces jeunes et y donner des possibilités d'emploi, et pas qu'à l'étranger, parce que pour l'instant, si on ne donne pas des opportunités à Maurice, ils vont partir, on aura gaspillé les fonds publics à les former. Mais est-ce que vous pensez que l'autorité devrait plus investir dans ce domaine de recherche sur l'aspect écosystème, écologie, conservation? Oui. Est-ce que c'est un secteur en expansion et qu'il faudrait plus investir? Oui, définitivement en expansion, il n'y a pas de souci dessus. D'ailleurs, il y a le ministère de l'Éducation tertiaire a retiré récemment sa stratégie de recherche, qui est vraiment une très très bonne chose, parce que là, ça va formaliser et vraiment donner un peu de tonus à la recherche sur l'île. Et donc, du coup, il faut savoir que, par contre, parmi les pays à haut revenu, moyen haut revenu, Maurice, upper middle income, là, 2,1% de leur produit intérieur brut va dans la recherche. Maurice, 0,3. On est 7 fois en dessous de la moyenne. Donc, bien sûr, on est déjà mal loti à ce niveau-là. Donc, il faudrait consentir à investir plus en recherche localement. En même temps, il faudrait aussi faciliter la recherche, les chercheurs étrangers qui viennent travailler chez nous. Parce qu'ils ont... Collaboration, mais aussi des projets que nous n'avons pas les moyens de faire aujourd'hui, mais que d'autres pays peuvent faire. Et aussi accepter les financements. Moi-même, par exemple, j'ai 400 000 € avec les Français à travers le projet Varuna Biodiversité, le programme Varuna Biodiversité, l'AFD, Agence française de développement, nous a financé 3 projets de suite. En tout, peut-être 25-26 millions de roupies, et pour la recherche et pour la formation des gens. Donc, il y a un intérêt très certain. Bon, moi, j'ai beaucoup plus de sous des Français, des Anglais et des Américains que de Maurice. Par exemple, 10% de ma recherche vient de Maurice. 90% des fonds de recherche viennent de l'étranger. C'est dommage. Alors, on aimerait que ce soit inversé. Mais au moins, ça existe. On a d'autres possibilités donc, d'avoir des fonds de recherche de ce côté-là. Mais je pense que le potentiel est là. Et les gens l'ont bien compris, mais ça prend du temps pour mettre la machine en marche. Quand on parle de recherche dans plusieurs secteurs, que ce soit en médecine ou ailleurs, on entend souvent des universités américaines, étrangères, françaises. Mais qu'est-ce que vous faites à Maurice? On parle de vous, on entend là, vous faites des recherches, vous êtes des chercheurs, vous êtes des experts. Oui. Mais où sont vos travaux? Alors, on fait beaucoup, on publie beaucoup à l'international, surtout sous le programme Varuna, on publie des travaux maintenant à libre accès, c'est-à-dire nous payons nous-mêmes pour que les gens puissent l'avoir. Publication. Oui, mais sans firewall, c'est-à-dire sans payer la revue scientifique, mais ils ont une connexion Internet, ils l'ont tout de suite. Ce qui manque en fin de compte, c'est l'utilisation de cette recherche. C'est ça la le mise en problème. pratique. Là, oui, l'utilisation, elle ne suit pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des choses que nous avons écrit depuis... Par exemple. Alors, l'exemple très clair, et qui nous concerne ici, par exemple, c'est la solution numéro 1 pour sauver la biodiversité aujourd'hui à Maurice. Il y a plusieurs gestions à faire.
la solution la plus importante, c'est enlever les espèces exotiques envahissantes de plantes. Il n'y a pas mieux. C'est vrai que planter, c'est bien. Mais planter vient bien loin derrière enlever les espèces exotiques. Pourquoi? Parce que les espèces exotiques, comme le goyavier, va tuer les arbres qui ont 600, 700, 800 ans d'âge, avec des épiphytes dessus, et qui sont là. Pour les remplacer, il faudra 7 siècles. Alors que si on va planter la petite plante, il faudra attendre 7 siècles pour remplacer cet arbre. Pourquoi planter alors qu'à côté, c'est en train de mourir? Donc, il vaut mieux empêcher que la plante meure, ensuite planter des choses ciblées. Vous voyez? Donc, mais aujourd'hui, la plantation des plantes, il y a 3 grands types. Je les casse en 3 grands types. Il y en a qui sont très très bien faits, donc avec des effets positifs. Il y en a qui sont faites, mais un peu comme ça, qui dépensent, mais sans effet positif. Et il y en a qui sont, en fin de compte, négatifs. C'est-à-dire, on dépense, mais on fait plus de mal à la biodiversité que de bien. Par exemple, on plante des choses dans des endroits où il peut y avoir hybridation avec d'autres espèces de l'endroit. Donc, on perd la biodiversité. L'hybridation, c'est une perte de biodiversité, par exemple. Ou alors, on double le nombre d'espèces dans un endroit. Et quand on fait ça, la nature va reprendre ses droits. C'est-à-dire, les espèces vont s'éteindre naturellement. Donc, ce n'est pas un jardin botanique, une forêt. Il faut retirer la menace et laisser la forêt respirer par elle-même et se régénérer par elle-même et non pas le pousser à fond. C'est comme ça qu'on perd beaucoup d'argent. Donc, du coup, mon doctorat, c'était en écologie forestière et la restauration des forêts depuis 2008 et qu'on a ces données. Mais les gens ont du mal à le suivre. Jusqu'à aujourd'hui, 2026, il y a des gens qui coupent encore des plantes indigènes dans les forêts indigènes avec des fonds de conservation. Et ce qui, en fin de compte, augmente la réinvasion d'espèces exotiques, donc monte les coûts de la restauration, réduit la séquestration de carbone et fait reculer la restauration. Et tout ça pour planter des plantes qui ne vont pas pousser après. Parce qu'en fin de compte, elles ne sont pas... Donc finalement, tout ça, cette recherche, elle est là, mais elle n'est pas utilisée. Je dois dire, par exemple, le Fernet Valley Trust, ils ont commencé à utiliser notre recherche. Et ça, c'est très... on est très content dessus parce que ça nous fait beaucoup plaisir de voir. Et ils ont des résultats extraordinaires. Et donc ça va faire, je l'espère en tout cas, brise-glace. Et ça va faire que les autres vont finalement suivre les recommandations que nous faisons depuis des décennies. Mais c'est vrai que j'ai même écrit un papier à un moment donné. Restauration, si je dis en anglais, Restoration in a Island Developing Nation, how useful is the science? Je vous donne le titre de la publication parce que je me disais, mais à quoi ça sert de faire de la science dans un pays où on ne l'utilise pas? Donc, du coup, vous voyez un peu le souci, c'est qu'on fait de la recherche, mais c'est juste un pas vers la solution. Il faut que les biologistes de la conservation, les gens qui sont sur le terrain, l'utilisent, cette recherche. À ce moment-là, on sera... Est-ce que vous pensez que c'est important que cela soit appliqué dans nos écoles aussi, cette connaissance de la biodiversité, de la conservation, de l'écologie? Est-ce que c'est important, vous pensez, dans les écoles? On dit toujours oui à 100% des fois, même si on a un agenda hyper chargé, toujours on va dire oui aux écoles qui nous demandent de venir faire des présentations, surtout les écoles primaires. Les écoles secondaires ne nous demandent pas trop de venir. Mais l'école du centre, par exemple, le lycée La Bourdonnais, c'est surtout ces écoles-là. Malheureusement, pas trop d'écoles du gouvernement, pour certaines raisons, je ne sais pas trop. Mais on n'a pas d'appel. Mais sinon, on dit toujours oui. Et souvent, qu'est-ce qu'on fait? Ils nous demandent de faire une présentation. On leur dit, mais vous ne voulez pas 3? Et ils disent, oui, OK, 3. Okay. Donc, on fait 3. Donc, voilà. Donc, on essaie de faire un maximum pour toucher les jeunes. Et ils sont contents de ça. Donc, du coup, mais on est juste un petit groupe. Le pôle de recherche, maximum par an, bon vent, mal vent, c'est 20 personnes qui viennent et qui repartent. C'est des gens, parfois 6 mois, 3 mois, 6 mois. Donc, on ne peut pas faire grand-chose aussi. Mais il faudrait organiser cela de façon plus sérieuse et toucher les écoles. Mais nous le faisons à notre niveau à 100%. Madame Ramnial, alors ce projet de reforestation, cela est prévu pour quand et comment ça va se passer? Parce qu'on termine l'émission dans quelques petites minutes, malheureusement. OK. Ce projet, on a commencé. Donc, on a un monitoring et maintenance des plantes à Grand Bassin le 28 février. Et après, on va retourner à Trouesserve. Il y a un lieu qui nous a été donné pour justement refaire la reforestation. On a essayé de faire, mais comme vous dites, les plantes endémiques, les plantes invasives ont largement il faut suivre les rapports. Hein. Exactement. Donc, on a des petits problèmes. Mais là, cette année-ci, on a pensé justement retravailler
parce qu'on a un gros projet là-bas. Et notre but cette année-ci, c'est de planter au moins 5000 arbres endémiques, mais pas juste planter, mais bien planter, et avec un monitoring qui est fait chaque mois pour voir un petit peu la pousse aussi, parce que pour nous, c'est pas juste planter, le survival rate aussi est très, très important, parce que sinon, comme vous dites, on va perdre de l'argent. Donc, suivez-nous sur notre page Facebook et sur la plateforme des Angel. Chaque mois, on a des plantations dans différentes places, mais cette année-ci, on va concentrer plus à Troussef parce qu'on a appris qu'à Troussef, justement, le carbon sequestration est beaucoup plus. Si vous plantez dans les eaux, ben, ça va aider notre pays un peu plus. Et donc, c'est pourquoi on a choisi Troussef et on est en train d'aller de l'avant avec ce projet-là. Ben, voilà, et le mot de la fin, c'est on invite tout le monde et à nous donner un coup de main. Parce que, comme j'ai dit, c'est pas juste mon problème. Est-ce que les gens peuvent prendre contact avec un Angel pour participer dans ce projet, pour venir planter ces arbres? Comment ça se passe? Oui, bien sûr. On va justement dire les dates. Il y a déjà les dates sont déjà sur la plateforme. On a déjà un calendrier de travail pour cette année-ci. Donc, n'importe qui veut participer peut participer. On accepte aussi des dons. Donc, comme vous savez, les plantations, c'est pas fait comme ça. Il faut aussi investir, payer les gens, la maintenance, surtout ça coûte beaucoup d'argent. Et aussi l'eau, parce qu'il y a une saison sec à Maurice où il faut arroser les plantes. Et l'eau, ça nous coûte. Donc, vous pouvez faire 3 façons de participation. Vous venez vous planter, vous take care pour de votre plante, ou bien vous nous donnez de l'argent, on va le faire pour vous. Ou bien, tout simplement, vous contribuez en espèces. Donc, les outils, vous nous donnez un camion d'eau, par exemple, et ça va nous aider. Donc, 3 façons de le faire. Et comme je vous dis, l'île Maurice, ça nous appartient. La déforestation, c'est le problème de tout le monde. Et on invite tout le monde à participer. Que vous soyez individuel, compagnie, secteur privé, secteur public, enfant, grande personne, un employé, une vieille personne, pourquoi pas. Et vous êtes tous invités à nous donner un coup de main. Monsieur Florence, pareil, le mot de la fin pour clore. Alors, bon, c'est super qu'on ait ce type d'émission. J'aime très bien, donc merci bien de nous avoir ici. Bon, j'aimerais aussi rajouter que notre équipe continue à faire de la recherche. Nous avons un de nos doctorants qui est soutenu justement par le programme Barouna de l'AFD, qui est François Baguette, qui fait exactement la restauration écologique meilleure pour la biodiversité, plus chère et plus rapide. Qui veut mieux? Mais à Maurice, on peut le faire parce que justement, on n'a pas trop utilisé la science dans le passé. Donc du coup, ce qu'il faudrait, c'est ce genre d'émission va aider à nous faire découvrir aussi. Les gens ne nous connaissent pas. Quand je marche dans la forêt, les gens disent « Ah, voilà la Mauritius Wildlife Foundation ». Non, ça fait le siècle dernier que j'ai quitté. Donc, voilà. Donc, du coup, il y a ce côté connaissance qu'on existe. La science, elle est formée. La science, elle est accessible. Utilisez cette science pour améliorer, parce qu'on est là juste comme le médecin qui améliore la santé du patient. Docteur Vincent Florence, je rappelle que vous êtes associate professor en écologie à l'Université de Maurice. C'est également Head of Pole of Research, TIBEC, qui veut dire Tropical Island Biodiversity, Ecology and Conservation. Également, Madame Ramnial, merci beaucoup à vous, Madame, et merci à l'Angel pour votre participation à l'émission et dans les plusieurs émissions de l'MBC. Merci à vous pour votre partnership. Alors, messieurs, dames, merci encore. Et je pense que de telles émissions doivent continuer parce que cela concerne la nature, ça concerne la vie. Merci à vous pour votre présence. Merci à vous de nous avoir invités sur le plateau. Et on attend de votre expertise pour nous donner un coup de main dans ce nouveau projet. Pourquoi pas? Merci beaucoup. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'émission Le Mag pour aujourd'hui. Merci à vous de nous suivre et rester fidèles et branchés sur les chaînes de l'MBC. Merci à vous. Bonne journée à vous. Au revoir.